Vous connaissez certainement ce logo, mais est-ce que vous connaissez son histoire? D'un sous-sol à Baltimore au plus grand terrain de football, voici le parcours de Under Armour. Et oui, on ne dit pas Under Amour, mais bien Under Armour. En 1996, Kevin Plank a 22 ans. C'est un joueur passionné de football américain à l'université de Maryland, dans la banlieue de Washington. Nous avons tous en mémoire la silhouette caractéristique de ce sport, avec son équipement très imposant, notamment ses épaulières très volumineuses, et c'est d'ailleurs à partir de cette protection que tout commence. Donc cette carapace, elle s'installe sur le torse, par-dessus un t-shirt en coton à l'époque où Kevin Plank était footballeur, et c'est bien là qu'était tout le problème. Bien que le coton soit une des matières des plus agréables pour notre peau, quand il s'agit de transpirer, c'est une autre affaire. Kevin Plank trouvait cette matière absolument inconfortable, car elle absorbe la sueur et la retient. Les joueurs étaient donc mouillés tout au long du match. Pour reprendre Kevin Plank à cette époque, les seuls choix possibles étaient de porter un t-shirt en coton à manches courtes en été et un t-shirt en coton à manches longues en hiver. Donc pour améliorer son confort, Kevin Plank a l'idée de créer un t-shirt à partir d'un tissu synthétique, une matière qui sèche beaucoup plus vite que le coton. En 1996, il se rend alors dans un magasin de tissu local et trouve un tissu extensible à partir duquel il créera son premier t-shirt. Tout ça depuis le sous-sol de sa grand-mère. Donc nous sommes en 1996, le prototype 0037, le shorty, est né. C'est le premier produit Under Armour, une seconde peau qui élimine la transpiration à la perfection. En 1996, Kevin Plank a alors son premier produit, mais il doit rapidement se confronter à un a priori masculin dans un sport où les hommes revendiquent plus que jamais leur virilité. La matière de son t-shirt moule complètement le corps contrairement au coton et rappelle les justes corps, un vêtement qui est essentiellement porté par les femmes. Vous le voyez arriver, on parle bien de la masculinité toxique des sports d'hommes. Dans l'esprit des joueurs, malheureusement, il n'y a que les femmes qui portent des vêtements près du corps. Les justes corps, c'est pour les filles, gna gna gna. Avant de vendre son t-shirt, Kevin Plank doit donc d'une certaine manière déconstruire les idées reçues à propos de la matière et de la coupe de son t-shirt. Pour ça, il va s'y prendre de deux façons. Dans un premier temps, Kevin Plank est convaincu que l'expérience de son produit, c'est-à-dire le contact avec sa matière, permettra de déplacer ce cliché tellement il est confortable. Il va alors utiliser la confiance de ses amis athlètes, qu'il a connus tout au long de ses études, au lycée et à l'université. Certains sont même devenus célèbres dans leur pratique, et il va leur demander de porter son produit et de le donner à leurs coéquipiers si jamais ils l'apprécient. Et ça fonctionne. Deuxième approche, le nom et le sens de sa marque. Ce logo, vous le connaissez, c'est la superposition du U de Under, qui veut dire dessous en anglais, et du A de Armour, qui veut dire armure. Cette armure, vous l'avez peut-être compris, ce sont les épaulières qui servent de protection aux joueurs. Le nom de la marque n'est donc ni plus ni moins une description du produit, le t-shirt que l'on met sous l'armure. Simple et efficace, j'adore. À l'origine, Kevin Plank avait en tête d'appeler sa marque Body Armour. Armour qui veut aussi dire armure, mais en anglais américain. Seulement son frère, qui était responsable de la création du logo, a mal entendu et a retenu Under plutôt que Body. Alors, je vois pas comment on peut confondre Body et Under, phonétiquement ça n'a vraiment rien à voir, et Armour plutôt que Armor. Là oui, phonétiquement c'est très proche en effet. Kevin Plank adopte finalement cette version qu'il trouve plus intéressante en termes de sonorité et de prononciation. Donc en plus de compter sur son réseau d'amis pour diffuser son produit vu comme féminin, Kevin Plank compte aussi sur le sens du nom de sa marque qui, avec le mot armure, rappelle les armes, le combat, la violence et l'affrontement, ce qui apporte une forme de masculinité dans l'imaginaire des joueurs et qui, par la même occasion, réconforte les hommes dans leur virilité. L'entrepreneur est maintenant armure, vous avez compris, pour distribuer son t-shirt. Il parcourt la côte des États-Unis pour vendre son t-shirt depuis le coffre de sa voiture, au lieu d'essayer d'introduire son produit dans les magasins. Et ça fonctionne, car en 1996, il y réalise déjà 17 000 $ de vente. L'année suivante, en 1997, Kevin Plank crée sans attendre deux autres gammes. Le premier t-shirt faisait partie de la gamme Heat Gear, Gear qui veut dire équipement, et Heat qui veut dire chaleur, donc l'équipement de chaleur qui permet de rester au frais. Il développe ensuite Cold Gear, l'équipement de froid qui permet de rester au chaud, et All Season Gear, qui maintient les athlètes à l'aise entre les deux extrêmes de température. La même année, c'est 110 000 $ de vente. En 1998, Under Armour déménage ses activités de la maison de campagne de grand-mère de Kevin Plank vers un tout nouveau siège social et un entrepôt à Baltimore, la ville où l'entreprise a élu domicile jusqu'à aujourd'hui. En 1999, Kevin Plank réalise 3 coups de maître qui vont permettre de donner une grande visibilité à la marque. Under Armour réalise sa première vente importante en fournissant l'équipe de football des Washington Redskins, qui est une franchise de la NFL, National Football
League. J'y connais rien en football américain. Vous vous en doutez, ils sont bien connus vu leur nom, ce qui permet à la marque de se faire connaître à l'échelle mondiale. Ensuite, contre l'avis de sa petite équipe, il achète une publicité pour 25 000 $ dans le magazine ESPN, qui est une émission de la chaîne de télévision sportive américaine qui porte le même nom et qui est vraiment une chaîne télévisée de base chez les distributeurs américains. Ce placement de produit permettra à la marque de générer 750 000 $. Il a bien fait de ne pas écouter ses collègues parce qu'il a quand même multiplié par 30 le retour de son investissement. Écoutez-vous. La même année, il fait apparaître ses t-shirts dans L'Enfer du Dimanche ou Any Given Sunday en anglais, réalisé par Olivier Stone. C'est un film dramatique centré sur le monde impitoyable du football professionnel américain. Donc le film présente les coulisses assez brutales de ce sport. Il suit un coach légendaire confronté à une équipe en crise, un jeune joueur rebelle et une propriétaire ambitieuse. C'est un film qui a plutôt bien fonctionné, notamment grâce à son casting. On retrouve Al Pacino et Cameron Diaz par exemple, et aussi grâce à sa mise en scène immersive qui capte l'intensité de ce sport. Le film est devenu culte pour les amateurs de sport. Cette phrase de Al Pacino, Life is a game of inches, la vie est un jeu de pouces, de centimètres, je sais pas, est devenue mythique. Jamais entendu parler. Alors j'ai un peu galéré à trouver des extraits où on voit les produits, mais là, voilà, regardez là, hop, il y a un petit logo. Alors ce film est devenu une référence dans le cinéma de sport, et c'est bien ça qui est intéressant, car la marque a su stratégiquement cibler son audience, un placement de produits de vêtements de sport, dans un film sur le sport, regardé par des amateurs de sport. En vérité, il n'y a pas meilleure recette. 1,3 million $. C'est ce que lui rapportent ses 3 coups marketing en 1999. Ça fait rêver, hein. En 2002, Under Armour sort sa première publicité télévisée nationale. Intitulée Protect This House, elle fera de son nom un cri légendaire. Protect This House va devenir le slogan de la marque. Under Armour devient la voix authentique de la nouvelle génération et introduit le concept de volonté qui restera un élément centrale dans l'ADN de la marque. Under Armour devient la marque de ceux qui doivent faire leurs preuves. Elle touche particulièrement les jeunes, les milieux défavorisés et les communautés marginalisées. Le slogan associe l'idée de protéger son terrain et celle de l'engagement personnel, alors que l'expression This House est devenue une métaphore de tout ce qu'un jeune athlète et ses coéquipiers peuvent protéger, eux-mêmes, les autres, leur famille, leurs amis et leurs origines. Jusque-là, on n'a vu que des hommes dans les publicités et dans le film, mais les femmes ne sont pas en reste, et le nombre de sports représentés non plus. La marque s'adresse à tous les sportifs et les sportives de tout âge, dans toutes leurs pratiques, football, course à pied, musculation, boxe et j'en passe. Il y a même la chasse et la pêche. La marque couvre absolument tous les équipements liés au sport, de la paire de chaussures au tout petit protège-dents, et les campagnes mettent intelligemment en scène des athlètes qui sont des pointures dans leur pratique. 50 millions $. Ce sont les recettes en 2002. En 2005, Under Armour retourne ironiquement au coton en développant la technologie UA-Tech, une matière qui ressemble au coton, mais qui présente toutes les propriétés développées par la marque. Bon, en fait, c'est-à-dire les avantages du tissu synthétique. En 2006, Under Armour se lance dans la chaussure avec l'introduction de sa toute première ligne de crampons pour le football. Dès la première année, elle devient le fournisseur officiel de chaussures de la NFL. Rien que ça. La campagne joue sur ce son clic-clac, ce qui me fait un peu rigoler parce que c'est aussi le son qu'on associe au talon en général, la virilité des hommes en sueur. J'ai mis plus de 3 semaines à faire cette vidéo entre l'écriture, les recherches, le montage, ouais je sais c'est long. Mais par contre s'abonner et liker ça ne prend que quelques secondes, alors si t'es resté jusque là dans la vidéo, tu sais ce qu'il te reste à faire. Et dis-moi en commentaire s'il y a d'autres marques aussi que t'aimerais que je traite de la même façon. Allez, on reprend. Donc jusque-là, la marque est principalement connue aux États-Unis. En 2006, la marque se répand en Europe et en 2007, elle arrive en France dans des magasins multimarques tels que Intersport ou GoSport. 606 millions. Ce sont les recettes en 2007. Bon allez, maintenant j'arrête avec les chiffres. 837 millions, ce sont les recettes en 2009. En France, la marque applique la même stratégie marketing qu'à ses débuts aux États-Unis, c'est-à-dire vendre à une équipe et prendre des athlètes comme ambassadeurs. Donc en 2010, la marque signe un partenariat avec le club de rugby de Clermont-Auvergne. Et en 2018, Teddy Riner devient son ambassadeur, ce qui provoque pour le coup un sacré impact pour la marque. Et la concurrence dans tout ça, me diriez-vous, qu'en pensent Nike et Adidas ? Eh bien en 2010, Nike commence à trembler face au succès de la marque. Il y a même des rumeurs de rachat, mais la marque se contentera de débaucher en 2016 David Dumbrow, qui n'est rien d'autre que le vice-président chargé du design
chez Under Armour. Preuve que la marque est un concurrent bien sérieux. En 2012, la marque s'implante encore dans un film, et pas n'importe lequel, The Dark Knight Rises. On aperçoit alors que Under Armour n'est plus que dessous l'armure, comme dans l'enfer du dimanche en 1999, mais aussi dessus l'armure. Est-ce qu'on n'aurait pas un petit Above Armour? En janvier 2014, la marque signe le plus grand contrat jamais signé par un équipementier sportif. Pendant 10 ans, ils vont fournir des tenues et des équipements sportifs à l'université Notre-Dame de l'Indiana, ce qui offrira bien évidemment une visibilité à la marque très importante. On est en 2025, donc le contrat s'est terminé l'année dernière et je crois qu'il a même été renouvelé pour cette année. Pas mal. Alors Under Armour, on l'a bien compris, ça a commencé par de l'innovation en proposant un produit qui n'existe pas dans un certain domaine et l'innovation va rester un élément très important tout au long de l'histoire de la marque. En 2008, c'est l'invention du MagZip, une fermeture magnétique qui permet de fermer ses vestes plus facilement et plus rapidement. En 2011, la marque annonce la création d'un maillot dit intelligent, le E39. Ce maillot est équipé d'un mini-ordinateur qui transmet sans fil toutes les informations nécessaires, rythme cardiaque, rythme respiratoire, température de la peau et vitesse d'accélération. D'une façon très logique, entre 2013 et 2015, Under Armour rachète plusieurs applications de fitness, MapMyRun, Endomondo et MyFitnessPal, et donc crée la plus grande communauté de fitness et de bien-être au monde. Évidemment, en 2015, la marque présente sa gamme de vêtements connectés, Fitness Connected. En 2014, la UA Speedform Apollo fait suite au lancement de la UA Speedform RC. Elle est conçue avec une technologie de matériaux exclusive dans une usine à vêtements. Les deux chaussures sont construites à l'aide d'un processus de fabrication innovant qui est sans précédent dans l'industrie de la chaussure. Alors moi je m'y connais pas assez en chaussures, mais apparemment c'est dingue. Par contre je comprends bien l'exploit de réaliser une chaussure entièrement dans une usine à vêtements. En 2023, la marque présente Clone Magnetico 3, qui sont, écoutez bien, les premières chaussures de football féminines. Elles sont spécialement conçues pour les femmes, avec un chausson adapté à la morphologie féminine. Bon, il y en a plein d'autres des innovations, mais ce serait vraiment interminable de les aborder une à une. Jusque-là, Under Armour est resté dans le domaine du sport, mais en 2024, la marque s'attaque sérieusement à la mode et fait une collaboration avec Balenciaga. Le but, bien évidemment, est de parvenir à s'implanter dans l'industrie du sportswear. Donc dans la collection printemps-été 2025 de Balenciaga présentée à Shanghai, on retrouve le vestiaire classique de Balenciaga qui est brandé avec le logo Under Armour. Donc il y a des joggings, des sacs à dos, des baskets, tout ça. Bon, vous connaissez les collabs Balenciaga, ce sont des vêtements basiques avec le logo de la marque. La collection est vraiment sans grand intérêt parce qu'elle aurait pu exister sans l'intervention de Balenciaga et c'est dommage. Mais bon, le but étant de s'intégrer dans le sportswear, c'est-à-dire de démontrer que Under Armour peut aussi se porter en dehors de l'activité sportive, il n'y a vraiment rien d'autre de mieux que Balenciaga pour faire ça. Cette année, en 2025, Under Armour collabore avec United Arouse. La collection est inspirée du streetwear japonais et est bien plus intéressante que la collection de Balenciaga, si je peux me permettre. Il y a des détails d'inspiration militaire et des codes subtils du streetwear japonais. Donc les vêtements sont construits dans des formes sportives, mais avec des textiles de la gamme de Under Armour. Il y a donc des zips très fonctionnels, des vestes à poches très fines et des pantalons de course plutôt techniques. On sent bien que c'est une vraie collaboration, parce que chacune des deux marques qui a mis son ADN, on retrouve les coupes minimalistes japonaises de United Arouse qui se mêlent avec les matières et les finitions très techniques de Under Armour. J'adore! Pour conclure, Under Armour est passé d'une idée construite dans un sous-sol à un empire mondial du sport, à en faire trembler la concurrence. Tout ça façonné par de l'innovation, de la culture et une forte identité. Moi j'aime beaucoup ces petites histoires derrière ces marques qui peuplent notre paysage au quotidien. On voit tous les jours leur logo, mais on n'a pas vraiment idée de ce qui se cache derrière. Ces marques-là sont un petit peu comme des évidences dans notre quotidien et des fois j'aime bien me poser la question toute simple de pourquoi en fait. J'espère que vous avez aimé la vidéo, dites-le moi en commentaire. Likez, partagez et surtout dites-moi si vous aimeriez découvrir ou redécouvrir des marques de la même façon. Bye! Turn on!